que nous entreprenons doit être au service des citoyens, donc. Mais ce n'est pas pour autant que le citoyen doit être le dernier maillon de la chaîne. C'est un des mantras de la première intervenante de cette conférence. Elle va nous parler de la santé selon une perspective tout à fait originale. La longueur de son CV est à l'image de l'énergie et de la puissance qu'elle dégage. Haute fonctionnaire, puis pendant 8 ans chancelière d'État à Genève, aujourd'hui fondatrice du Civic Lab, coach, consultante, enseignante à l'université, conférencière, administratrice de plusieurs sociétés. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir virtuellement Madame Anya Widen-Gelpa. Merci beaucoup, Owen. Effectivement, j'aurais beaucoup souhaité être à Yverdon aujourd'hui. Non pas que je sois malade, mais effectivement, les récentes restrictions suite à un déplacement à l'étranger me clouent à la maison. Et j'ai le plaisir de vous parler effectivement de la santé entre bastion de pouvoir et peut-être une reprise en main par les citoyens. La santé, c'est important. Personne ne dira le contraire aujourd'hui. Je crois que le Covid a encore montré, s'il le fallait, à quel point nous sommes tous fragiles, fragiles en tant que personne, fragiles en tant que société. Et on dit souvent la santé n'a pas de prix. Par contre, la santé a un coût. Je pense que vous connaissez les chiffres. La Suisse est après les États-Unis et l'Allemagne. Nous étions il y a quelques années deuxième. Maintenant, nous sommes troisième place. Nous sommes le troisième pays qui dépense le plus de manière globale pour la santé. Et le système d'économie, la santé est le système économique qui est probablement le plus complexe qui existe. Parce que nous avons des incitations financières extrêmement complexes, croisées dans toutes les directions. Et si nous prenons la définition, qui est quand même la définition officielle, la définition de la santé de l'OMS, qui est un bien-être complet, qui est l'état de complet bien-être physique, mental, social, et non seulement l'absence de maladie, nous avons là quelque chose dont la demande est infinie et seule l'offre peut déterminer finalement la quantité qui est consommée. Alors que dans d'autres domaines, on peut avoir une demande qui est élastique, mais qui s'arrête à un moment donné. Traditionnellement aussi, on considère que le médecin, c'est celui qui sait, un peu comme le curé dans le temps, en tout cas dans certains cantons. Moi, je suis valaisanne, c'était peut-être encore un peu plus le cas là-bas. Le médecin, c'est le dieu en blanc qui sait et on le laisse faire. Il y a dans les années 90, milieu des années 90, Gianfranco Dominichetti enseignait à l'université de Genève la politique de santé et il nous racontait, il était en premier lieu, il travaillait dans l'administration cantonale, l'Office de la santé, à l'époque du Tessin, il nous racontait qu'il y avait à peu près 30%, au début des années 90, à peu près 30% d'ablation de l'utérus de plus dans le Tessin. Donc, comme c'était étonnant par rapport au reste de la Suisse, ils ont regardé de plus près, ils ont analysé les chiffres et ils se sont rendus compte de quelque chose qui était encore plus inquiétant, c'est que plus les personnes avaient une bonne assurance, donc assurance privée, semi-privée, moins ils étaient instruits, plus les femmes avaient des risques de perdre leur utérus. Et mieux ils étaient formés, et les avocats tout particulièrement, et moins bonne était leur couverture assurance maladie, moins elles avaient de risques de perdre leur utérus. Donc quelque chose d'extrêmement dérangeant. D'ailleurs, ça, au scandale a suivi une campagne d'information, et comme par hasard, le nombre d'utérus qui devaient être enlevés est retombé dans la moyenne nationale. Il nous avait dit aussi à l'époque, et j'ai jamais oublié ça, que le simple fait, même si on ne comprenait, même si quelqu'un ne comprenait même pas le sens du mot, mais le simple fait lors d'une consultation ou d'un traitement qui est proposé par un médecin de parler ou de poser une question qui contient le mot evidence-based medicine, que ça pouvait déjà avoir un impact assez important sur l'attitude du médecin. Donc, je ne vais pas faire du médecin bashing ici, et c'est absolument pas mon but. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus aujourd'hui dans un monde où il y en a qui savent, les médecins, et pas seulement le médecin, comme peut-être il y a une centaine d'années, mais aujourd'hui, il y a une spécialisation extrêmement spécifique et chacun détient un savoir très, très spécifique et extrêmement sophistiqué. Donc, je ne suis absolument pas contre la médecine classique, ni contre les vaccins. Et bien avant le Covid,
Mon frère est polyhandicapé puisque ma mère a eu une rubéole au 2e mois de grossesse. Donc, les vaccins, pour moi, ça a toujours été clair que c'est une avancée pour nous et pas quelque chose de dangereux. Mais c'est vrai que donc, c'est absolument pas quelque chose contre la médecine classique ou occidentale. Par contre, je trouve qu'avec justement cette spécialisation, avec cette offre toujours plus sophistiquée, nous sommes devenus des analphabètes. C'est-à-dire, nous ne maîtrisons absolument plus notre santé, nous connaissons plus les remèdes simples que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères connaissaient, qui permettent de résoudre un certain nombre de choses. Et non seulement on est ignorant, on ne connaît plus les signes de notre corps et les possibles remèdes. En parallèle aussi, peut-être à partir des années 50 à peu près, nous bougeons de moins en moins, puisque là aussi, des avancées en ce qui concerne les transports publics, en ce qui concerne les transports individuels, nous ont privés d'un certain nombre de mouvements. Et troisième élément aussi, à partir des années 70, 60, 70 à peu près, notre nourriture est de plus en plus industrialisée. Ce qui fait que nous avons vraiment une espèce de gap entre nous, ce qu'on considère, souvent on se considère vivre à peu près ici dans la tête, et notre corps, et on considère que notre corps, c'est de la responsabilité du médecin de s'en occuper. Donc on va chez le médecin, on lui dit « Doc, fix me ». Docteur, réglez mes problèmes. C'est un petit peu comme une chaîne d'hôtels qui se dit « Ah, mais c'est beaucoup trop compliqué de s'occuper de l'hôtel, il faut faire des rénovations régulièrement. On va vendre le bâtiment, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du bâtiment. Nous, on fait que l'exploitation. Et dès que le bâtiment ne nous convient plus, on part avec notre hôtel. » Sauf que on ne peut pas partir de notre corps. Le corps, on est un petit peu lié. Mais je trouve vraiment que nous avons perdu notre maîtrise de notre santé, on l'a délaissé à d'autres personnes parce qu'on n'a plus les clés de lecture. Donc, c'est la même chose dans la santé. On le voit la même chose d'ailleurs aussi dans les produits de nettoyage où nos grands-mères, avec 4 choses, pouvaient tout faire. Et nous, on a une ribambelle de produits, l'un plus toxique que l'autre. La même chose, alors bien sûr aussi, on pourrait parler tout l'après-midi que de ça, la santé mentale aussi. Là aussi, je trouve que nous sommes devenus de plus en plus analphabètes. Quand des chercheurs ont montré, quand on pose la question à des adultes, hein, pas des petits-enfants, à des adultes, quels sont les états d'émotion qu'ils connaissent, dans lesquels ils se trouvent, en général, la moyenne, c'est qu'ils parlent de 3 états d'émotion, donc c'est bien, pas bien, fâché. C'est assez simpliste quand on sait qu'il y a une centaine, entre 90 et 100 émotions. Et si on ne connaît pas quelque chose, c'est difficile aussi de le comprendre. Wittgenstein disait les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Ce qu'on ne peut pas nommer, on peut assez rarement ou difficilement le comprendre. Donc, de quoi est-ce que nous avons besoin pour reprendre notre vie en main, pour redevenir les maîtres de notre vie, de notre corps? Selon moi, et c'est assez personnel, à part le lien social, bien sûr, qui est extrêmement important en matière de santé. À part cela, je vois 3 points. Le premier, c'est le mouvement, et si possible dans la nature. Une étude japonaise a montré que de marcher pendant 1 heure dans la nature, même si c'est un parc, ça n'a pas besoin d'être le Grand Canyon ou le Cervin, même dans un parc en ville, a un effet beaucoup plus important sur le stress que de marcher pendant 1 heure dans une rue, dans un environnement urbain. Même, par exemple, si vous marchez sur un tapis et vous voyez des images vidéo de nature, même si vous n'êtes pas physiquement dans la nature, ça a quand même un effet moindre, bien sûr, que dans la vraie nature, mais quand même un effet positif. On voit aussi que le fait de bouger dans la nature a un effet, à part le stress, a un effet aussi positif sur la créativité. On le mesure à partir du 3e jour. Ça a aussi des effets, bien sûr, vous le connaissez, très importants sur toutes les maladies cardiovasculaires et sur bien d'autres choses encore. Le 2e élément important, mais je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est justement manger vrai, manger des choses vivantes et pas des produits industrialisés qui, soi-disant, nous font gagner du temps, mais
nous rendent surtout malades. Et le troisième élément, pour moi, c'est le fait de s'exprimer de manière créative. Ça peut paraître anodin, beaucoup de gens justement, heu, Nathalie parlait de workaholic, elle a fait son outing comme workaholic, donc beaucoup de gens un peu au milieu de leur vie quand ils sont pleins dans le travail, et peut-être aussi des charges familiales, le côté, le côté loisir, le côté expression créative est souvent un petit peu la première chose qui est sacrifiée. Et en même temps, de plus en plus de chercheurs montrent que si nous nous exprimons pas de manière, nous sommes tous créatifs, ça c'est évident comme enfant, mais à un moment donné, on le perd, on l'oublie, on pense qu'on l'est pas. Et si on n'exprime pas ça, à partir d'un certain âge, autour de 40-45 ans, ça peut donner lieu à des maladies. Certains parlent même de cancer, que vraiment le fait de ne pas pouvoir s'exprimer créativement, ça ne veut pas dire qu'il faut exposer, mais simplement de faire quelque chose. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans les dessins, ça peut être dans toute autre chose, mais de créer quelque chose de ses propres mains est un besoin humain que nous avons. Et je vais peut-être vous raconter rapidement une histoire vraie d'une amie très chère qui enfant était très créative. Elle faisait beaucoup de musique notamment, et aussi de la danse. Comme beaucoup de gens, justement, les études, les enfants, la carrière, brillante carrière d'avocate, donc plus une seconde pour ce genre de choses non nécessaires. Et elle arrive au début de sa trentaine, elle avait tout, justement 3 enfants magnifiques, une belle maison, belle carrière, tout allait bien. Et tout à coup, elle avait l'impression d'étouffer. Tout à coup, elle avait l'impression, quand elle en parle aujourd'hui, elle dit vraiment: Je croyais mourir». Et elle s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ma vie, tout est en ordre». Et par chance, heureusement, elle n'a pas, comme d'autres peut-être, pris des antidépresseurs ou je ne sais pas quelle autre, méthode que nous utilisons souvent pour anesthésier ce genre de petits doutes qui viennent à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et elle a eu le bon réflexe et elle s'est acheté un appareil photo. Elle a commencé à faire des photos. C'est ce qui était plus simple que d'autres expressions de le faire en peu de temps. Et aujourd'hui, une quinzaine d'années après, elle est toujours avocate, brillante avocate, philanthrope. Et à côté de ça, elle est photographe de mode. Elle a une deuxième carrière de succès. Elle dit que c'est vraiment ça qui l'a sauvé, qui lui a sauvé la vie. Donc, s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et ça peut être que pour soi-même, pas besoin d'avoir forcément un public, mais c'est aussi un besoin que nous avons humain et qui est souvent oublié. Donc, qu'est-ce qu'une ville peut faire dans ce contexte? Comment est-ce qu'une ville peut, ou une entité peut aider les humains de reprendre leur vie et de pas la déléguer, pas faire du leasing à des professionnels? Beaucoup d'entre nous savent, on devrait mieux manger, on devrait bouger plus, donc c'est pas vraiment quelque chose de nouveau que ce que je vous raconte là. Par contre, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? On le fait pas parce que c'est difficile. C'est difficile de lâcher des mauvaises habitudes et c'est difficile d'établir, de prendre aussi des nouvelles habitudes. Et c'est là où justement une ville, elle peut rendre plus facile ça. Une ville, elle peut à un moment donné devenir justement un living lab, devenir donc une démarche qui regroupe des acteurs publics, des acteurs privés, des entreprises, des associations et bien sûr des citoyens qui peuvent ensemble expérimenter, créer et tester des choses nouvelles qui répondent à leurs besoins, des outils, des services. Et à ce niveau-là, la ville pourrait identifier avec la population des problèmes en utilisant du design thinking et ensuite travailler, trouver des solutions. Donc, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut trouver ces nudges en quelque sorte. Donc les nudges, c'est les choses qu'on met en place qui, sans contrainte, sans incitation financière, quand même influent sur le comportement des gens. L'exemple des nudges le plus connu que tout le monde connaît, ce sont les petites mouches qui sont dessinées dans les pissoirs. Ce qui apparemment, donc c'est surtout concerne surtout la gêne masculine, qui apparemment apparemment appuie sur l'instinct joueur des mâles
en train de se soulager. Et quand ils ont commencé à mettre en place ces petites mouches dessinées ou autocollants dans les toilettes, ça réduit les coûts de nettoyage de 80%. Donc ça, c'est typiquement un nudge, quelque chose qu'on met en place qui rend le changement de comportement plus facile. Et de manière générale, dans la littérature, pour ces changements d'habitude, donc arrêter une mauvaise habitude comme fumer ou justement manger trop de junk food, ou de prendre une nouvelle bonne habitude, de bouger plus, de faire plus de sport, on parle dans la littérature de 4 éléments qui peuvent aider. Le premier, c'est rendre la chose évidente. Deuxième, rendre la chose attractive, rendre la chose facile et rendre la chose satisfaisante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on veut rendre quelque chose évident, c'est qu'on le met devant le nez des gens. Donc, si on est dans le cas d'une personne, ça serait par exemple si quelqu'un se dit je veux regarder moi la télévision et bouger plus. Si chaque fois que je rentre dans le salon et je suis fatiguée, je m'assieds sur le canapé, j'ai une télévision qui est juste en face de moi avec la télécommande à côté de moi, ça va être difficile de pas donner, de pas allumer la télévision. Par contre, si la télévision est dans une armoire fermée à clé, je dois sortir la télévision et je dois la brancher, à ce moment-là, je regarderai la télé si vraiment c'est ce que je veux faire, mais si c'est juste une espèce de geste de compensation parce que je suis fatiguée, je le ferai moi. Un autre élément, par exemple, si on se dit demain matin je vais faire du sport, c'est de préparer ses habits de sport, les mettre à côté de son lit et ça augmente les chances de faire du sport. Si maintenant on veut rendre une habitude plus attractive, ce qu'on peut faire, par exemple, si de nouveau on se dit je vais aller courir demain matin à 6h30, je mets le réveil sonne, c'est 6h, il fait nuit, il fait froid, dans mon lit il fait chaud. Le risque que j'appuie sur snooze, sur mon réveil, sont assez élevés. Par contre, si j'ai donné rendez-vous à un copain, une copine à 6h30, j'aurai aucune excuse et ça sera beaucoup plus attractif pour moi de me lever et de dire voilà, ça va me faire du bien, on va discuter, on va passer un bon moment. Donc, rendre une habitude plus facile, c'est par exemple si souvent les gens quand ils veulent, je reprends toujours le sport, d'ailleurs je ne suis pas quelqu'un qui court, hein. Je suis plutôt celle qui fait du yoga tous les matins, mais un petit peu, mais pas de course à pied. Donc si de nouveau, si je prends, souvent les gens ils se disent ah mais il faut que je fasse du sport, donc il faut que je cours 2 heures. Et ils se mettent un objectif qui est trop élevé, le saut entre leur état de pas faire de sport, de léthargie, à sportif professionnel est beaucoup trop élevé. Et là, c'est très important de décomposer cette nouvelle habitude qu'on aimerait prendre dans des petites portions qui sont possibles. Donc, se dire, je vais courir 5 minutes. C'est très peu, ça ne va pas changer fondamentalement, mais si je fais ça 4 fois par semaine, ça va avoir un grand impact. Non seulement c'est les 4 fois 5 minutes, mais c'est aussi, je commencerai à me voir comme quelqu'un qui fait du sport. Donc le sport va commencer à faire partie de mon identité et si je me vois moi-même comme quelqu'un qui fait du sport, ma confiance en moi va changer et aussi je vais me voir comme un sportif, donc d'autres choix que je vais faire vont être teintés par ça. Le dernier, c'est assez évident, rendre quelque chose satisfaisant. Donc, pas hésiter de se donner aussi des petits sucres, des récompenses si on a fait quelque chose. Alors, il ne faudrait pas aller courir et puis après se faire un triple Big Mac chez McDonald's, mais ça peut être d'autres choses, comme se dire, je passe un bon moment au soleil, je vais me faire masser, enfin plein d'autres choses. Donc, très, très concrètement maintenant, au-delà de ces principes, ce que pourrait faire une ville comme Yverdon, ça serait de prendre un lieu, une arcade de la ville ou une arcade commerciale vide, de trouver une équipe, 3-4 personnes qui pourraient, je ne sais pas, peut-être donner 40-50% de leur temps pour un tel projet et qui pourraient ensuite réunir d'autres acteurs, peut-être avec un soutien méthodologique de la haute école ou d'autres spécialistes. Et après, pourquoi pas organiser des week-ends santé où justement un problème est identifié avec de la co-création, du design thinking, on trouve différentes solutions
le plus possible, on choisit la meilleure, on teste et on implémente ensuite pour que justement c'est le fait de bouger dans la nature, le fait de manger vrai, le fait de s'exprimer de manière créative devienne vraiment quelque chose d'évident dans la ville d'Yverdon et que ça pourrait même devenir la capitale du bien vivre en Suisse. Parce que c'est vrai que le bien vivre, je crois que là aussi le Covid nous a montré à quel point c'était important, ce bien-être social, mental et physique cher à l'OMS. Et ça serait dommage qu'on perde ce bien-vivre maintenant de nouveau dans la frénésie. Et dans mon expérience, vraiment parfois, et assez souvent, il suffit d'une poignée de personnes motivées qui peuvent démarrer une vague, non pas une vague Covid, mais une vague positive qui arrive à emmener d'autres dans leur enthousiasme et qui finalement déplace des montagnes. Et pour faire ça, pour imaginer ce lab, cette nouvelle démarche, finalement, il suffit d'avoir du courage, de l'ouverture et peut-être un peu de confiance. Et si vous avez cette volonté-là, tout le reste suivra. Merci beaucoup de votre attention. Courage, ouverture, confiance. Merci Ania Viden-Gelpa. Je relais une brève question, parce que le temps file, je relais une brève question qui nous est arrivée par Slido. On a bien compris l'importance de la nature, de s'entourer de la nature, de lieux qui peuvent nous permettre et finalement nous inciter à faire de l'activité physique. Vous avez été à la tête d'une administration d'un canton parmi les plus denses qui soit. Comment est-ce qu'on concilie finalement, est-ce qu'on peut concilier cette importance de la nature en ville, ces grands espaces, et finalement les exigences de la densification qui nous viennent de toutes parts? C'est évident que c'est un challenge. Genève est, dans certains quartiers, plus dense que la ville de New York. Donc ça paraît hallucinant, mais si les chiffres le montrent. On a notamment dans le quartier de Plainpalais, il y a extrêmement peu d'espace vert. Et en même temps, en Suisse, nous avons la chance que la nature est jamais très loin, vu que les villes sont petites. Et je dois dire que je trouve que les dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits, que ce soit de rendre le lac plus accessible. Et j'espère là aussi que le Covid, qui nous a un petit peu enfermés, en particulier à Genève, où nous étions vraiment, vu que 96% de nos frontières étaient avec la France, qui à un moment donné vraiment était infranchissable, ça nous a montré aussi à quel point c'est important d'avoir proche de la ville nos espèces de Central Park tout près. Et la nature en ville est quand même un thème qui revient de plus en plus. Et c'est une nécessité. Un grand merci, Ania Viden-Gelpa. On vous remercie chaleureusement.